Géopolitique le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Jean-Loup Samahan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé au programme Turquie contemporain et Moyen-Orient à l'IFRI, également Senior Research Fellow au Middle East Institute de l'Université nationale de Singapour. Vous êtes notamment spécialiste des politiques de défense au Moyen-Orient. Le premier forum d'affaires I2U2 s'ouvre aujourd'hui à Abu Dhabi. Ce forum réunit les responsables de gouvernement de 4 États membres, les États-Unis, Israël, l'Inde et les Émirats arabes unis. Jean-Loup Samahan, quels sont les objectifs de cette collaboration qui porte notamment sur l'énergie, la santé, mais aussi l'intelligence artificielle? Les objectifs sont différents selon les 4 pays. En gros, du côté des Émirats, d'Israël, l'objectif principal, il est économique, il est commercial. Du côté des États-Unis et de l'Inde, l'objectif, il est aussi, et peut-être surtout, géopolitique. Il y a l'idée, à travers ce nouveau groupe, de former une coalition d'États qui potentiellement pourrait contenir l'influence chinoise toujours un peu plus grandissante au Moyen-Orient. Est-ce que c'est un forum qui, sur le plan formel, pourrait s'étendre dans les prochaines années, notamment pour contenir cette menace chinoise, perçue comme telle en tout cas? C'est certainement ce que Washington souhaite. Après, le problème, comme on vient d'en parler, c'est que vous avez des divergences entre ces pays. Clairement, les Émirats arabes unis sont très preneurs sur tout ce qui est lié à la coopération commerciale et aux perspectives économiques. Mais étant donné leur relation assez importante avec la Chine sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'économie, ils sont beaucoup plus réticents à transformer ce groupe I2U2 en sorte de quad, comme on voit en Asie, qui serait un petit peu une alliance explicite contre Pékin. Donc ça reste encore à voir si ça va avancer selon les desiderata de Washington. Parmi toutes les autres organisations, forums, structures qui existent à l'échelle internationale, quelles sont les particularités de ce forum I2U2 ? Alors, I2U2, la première particularité, c'est que c'est un format qui n'aurait pas pu voir le jour sans les accords d'Abraham. Clairement, on est dans une dynamique qui a été enclenchée par le mouvement de normalisation entre Israël et les pays du Golfe. Et ça a facilité du côté de l'Inde la possibilité d'avoir un tel partenariat. Donc, pourquoi ça, c'est la première partie. C'est parce que du côté de l'Inde, la normalisation des liens entre Israël et les pays du Golfe, ça permet aussi de ménager potentiellement les réactions internes en Inde, avec une population musulmane qui n'est pas sans poids électoral. Et donc, ça ouvre la possibilité, mais aussi pour les Émirats, de pouvoir mener ces diplomaties à plusieurs de façon publique. Et donc c'est là, je pense que là, c'est la véritable originalité de ce nouveau format. Alors, diriez-vous, Jean-Loup Samahan, comme le chercheur Guedali Afterman de l'IDC Herzliya en Israël, que ce forum est également l'occasion pour la puissance américaine d'agir autrement dans la région, par-delà son action militaire, son engagement sur des questions transnationales à l'impact sur les populations beaucoup plus visible et important, reflète-t-il selon vous une sorte de prise de conscience de la nécessité d'élargir le spectre de son action internationale ? Oui, tout à fait, parce qu'on peut voir ce genre de regroupement comme disons la traduction d'une nouvelle époque, à savoir que d'une part, les États-Unis souhaitent se mettre légèrement en retrait, donc on n'est plus sur un leadership quasi unilatéral des États-Unis qui s'imposerait à la région, et d'autre part, la volonté des pays de la région d'être plus en responsabilité, d'être plus au premier plan dans la mise en forme de cette initiative régionale. On est dans la continuité du Leading from Behind de Barack Obama ? C'est la continuité et d'une certaine façon la conséquence, parce que c'est
c'est, on va dire, le pragmatisme de l'administration américaine qui veut toujours quand même avoir la capacité d'influencer ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, les États-Unis sont partie prenante de ces initiatives, telles que les accords d'Abraham ou I2U2. Mais il y a aussi l'idée qu'ils ne peuvent plus être les seuls à même de décider. Et je pense que le pari, d'une certaine façon, de ces initiatives, c'est de créer une nouvelle division du travail, de faire en sorte que des pays comme Israël, les Émirats arabes unis, façonnent, redessinent en quelque sorte les relations diplomatiques à l'échelle du Moyen-Orient pour que, in fine, Washington soit capable de réduire sa présence sur place. Est-ce qu'il existe un consensus bipartisan aux États-Unis sur cette question et cette manière d'agir en Asie ou au Moyen-Orient ? Ce qui est certain, c'est que en ce qui concerne les accords d'Abraham, il y a un consensus bipartisan et l'administration Biden sur ça n'a pas montré de différence avec l'administration Trump. Au contraire, elle a tendance à vouloir mobiliser et à relancer la dynamique qui a été enclenchée par les accords d'Abraham. De même sur cette volonté dont on parlait, à savoir de faire de ces arrangements une sorte de coalition plus ou moins explicite contre la Chine. Si il y a clairement des divergences entre les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient, en ce qui concerne les démocrates et les républicains, sur cette question, il n'y a pas de divergence. Il y a la volonté claire et nette d'utiliser ces partenariats comme un moyen de contenir, de mettre à distance la présence chinoise au Moyen-Orient. Alors l'un des acteurs de cette collaboration économique dont nous parlions tout à l'heure en entrée de cette émission est le groupe indien Adani. Ce dernier vient d'acquérir pour 1,2 milliard de dollars le port de Haïfa. Rappelons que cette société a perdu quelques 120 milliards de dollars de valeur boursière ces dernières semaines après avoir été accusée de fraude. Qu'est-ce que ça va changer, Jean-Loup Samahan ? Qu'est-ce que cette acquisition du port de Haïfa va changer dans la relation économique entre Israël et l'Inde ? Alors, ce qui est intéressant d'une partie du port, parce qu'il y a une autre partie qui est toujours opérée par une entité chinoise. Mais justement, ce qui est intéressant à travers cette diplomatie commerciale, c'est qu'Israël signale à la fois à la Chine et aux États-Unis qu'il ne laisse pas la Chine contrôler ou monopoliser les infrastructures que ce soit portuaire ou ferroviaire en Israël, parce que c'est finalement l'une des grandes inquiétudes qui était claire et nette entre l'administration Trump mais aussi Biden avec les Israéliens, à savoir la présence de plus en plus importante d'opérateurs chinois dans les infrastructures israéliennes. Haïfa était d'autant plus importante à la fois pour son importance sur le commerce maritime donc civil, mais aussi parce que c'est à Haïfa que vous avez l'US Navy qui transite, qui opère régulièrement. Et donc là, la présence d'un opérateur indien, c'est une façon aussi de montrer à Washington que Israël n'est pas soumis pieds et poings liés à des opérateurs chinois pour ces infrastructures. C'était une demande qui avait également été formulée par l'administration Biden ces derniers mois ? Alors, ce qui est certain, c'est que déjà sous l'administration Trump et encore plus sous l'administration Biden, il y a eu plusieurs menaces explicites. On a eu des menaces de l'US Navy qui a dit clairement qu'elle ne serait peut-être plus en mesure de se rendre sur le port de Haïfa si il y avait des opérateurs chinois, parce que la peur de Washington, ou ailleurs d'ailleurs dans la région, c'est que la présence d'opérateurs chinois, quand bien même on parle d'opérateurs commerciaux, non pas des opérateurs militaires, que cette présence compromette la présence des forces américaines, en d'autres termes que les opérateurs chinois soient capables d'intercepter des communications des militaires américains sur place.
Alors Benjamin Netanyahou a évoqué publiquement il y a quelques semaines le projet d'établir une route commerciale maritime qui relierait la Méditerranée et le Golfe via Haïfa et donc en contournant le canal de Suez. C'est un projet qui peut intéresser certains États de la région, Jean-Loup Samahan. Oui, c'est très certainement un projet qui intéressera une partie des pays du Golfe. Après, le problème dans ce genre de grand plan, il est moins, on va dire, technique que politique, parce qu'il risque de poser des vrais problèmes Avec l'Égypte. à un certain nombre de pays, et en particulier l'Égypte. Et donc, d'une certaine façon, je ne suis pas certain que ça puisse aboutir en priorité à cause des sensibilités, des craintes politiques que ça pourrait susciter. Au-delà de la problématique des infrastructures, qui sera très certainement aussi à l'ordre du jour, si tant est que le projet aboutisse, parce qu'on parle d'un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes disons, niveaux qualitatifs en termes d'infrastructures. Pourquoi, dès lors, Benjamin Netanyahou l'évoque-t-il publiquement alors que les relations entre Israël et le Caire et Amman ces dernières semaines ont été assez compliquées compte tenu de la situation sécuritaire? Je pense que ça répond alors, je ne peux pas parler pour lui, mais si je devais spéculer, je pense que ça répond aussi à l'idée d'aller de l'avant sur les accords d'Abraham. Comme on parlait tout à l'heure, il y a cette idée de continuer les efforts de normalisation. Et de tels plans, ça donne, sur le plan de l'affichage politique, l'idée que Israël continue à élargir son influence vers la péninsule arabique. Ça s'inscrit aussi dans l'annonce aujourd'hui du sultanat d'Oman en ce qui concerne l'ouverture de son espace aérien. Donc je dirais ça moins sous l'angle des tensions avec l'Égypte que sous l'angle de la volonté de continuer à promouvoir ce mouvement, cette impulsion de normalisation vers la péninsule arabique. Et au-delà du port de Haïfa, quels sont les autres secteurs dans lesquels l'Inde pourrait investir dans les prochaines années en Israël? Alors, ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est en grande partie dans le domaine de la hautes technologies et en particulier tout ce qui concerne la défense. Il faut voir qu'en l'espace des 2 dernières décennies, l'Inde est devenue un des grands acheteurs de matériel de l'industrie de défense israélienne. C'est un mouvement extrêmement spectaculaire qui fait qu'aujourd'hui, l'Inde se tourne vers Israël pour une grande partie de sa technologie militaire. Donc ça reste un des domaines prioritaires, je pense. Ce qu'on voit à Haïfa, c'est peut-être un mouvement plus général d'ouverture des infrastructures israéliennes à des opérateurs indiens, même si j'ai du mal à voir après, disons, les limites de cet exercice, puisque ce que les opérateurs indiens peuvent apporter est quand même moins important que ce que font et ce que font déjà les Chinois. Donc du coup, là, il y a peut-être des limites. Alors cette semaine a également été marquée par de nouvelles tensions verbales entre Washington et Pékin. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a notamment affirmé que les Chinois envisageraient de livrer des armes aux Russes. Quelles ont été les conséquences sur le Moyen-Orient de cette guerre mondialisée dont on commémore, Jean-Loup Samahan, le premier anniversaire demain vendredi? Et ce qu'on a vu, c'est qu'en l'espace d'un an, les positions des pays du Moyen-Orient ont dû beaucoup changer. La visite du ministre des Affaires étrangères israélien à Kiev la semaine dernière était une belle illustration de cette façon dont Israël est obligé, comme la plupart des pays de la région, de s'adapter. Ce qu'on a vu au tout début, il y a un an, c'était la volonté claire et nette de la plupart des pays du Moyen-Orient d'éviter coûte que coûte d'être impliqués dans la guerre. C'était une guerre qui, dès le début, pour eux, que ce soit du côté israélien, du côté des pays du Golfe, était une guerre occidentale, une guerre qui ne les concernait pas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette logique, elle est de plus en plus difficile à tenir, et en particulier depuis cet automne, depuis que l'Iran
est devenu un acteur à part entière de la guerre en Ukraine. Ça a été le véritable game changer pour Israël évidemment, mais aussi pour certains États du Golfe qui s'inquiètent des ambitions de l'Iran dans la région. Je pense que ça a en tout cas mis un terme à l'idée que ce qui se passait en Ukraine restait en Ukraine et n'allait pas affecter le Moyen-Orient. Clairement, quand on voit la façon dont les drones iraniens ont été employés par la Russie en Ukraine, ça montre que les capacités iraniennes vont être utilisées hors du Moyen-Orient et que par effet ricochet, c'est le théâtre moyen-oriental aussi qui n'est plus isolé, mais que ce qui est en train de se passer demande aussi de réévaluer la menace iranienne au-delà des frontières du Moyen-Orient encore. Et ça confirme l'expertise iranienne en matière de drones qui inquiète déjà depuis plusieurs années, notamment les Saoudiens. Voilà, et ça c'est d'une certaine façon la démonstration que l'arsenal iranien a fait disons ses preuves en Ukraine, et on le voit aussi, c'est l'une des raisons probablement aussi pour lesquelles on a eu récemment des frappes en Iran, des frappes que l'État israélien n'a pas revendiquées, mais qui portent en tout cas l'empreinte de l'armée israélienne. Ce que je veux dire, c'est que on voit là que clairement la menace iranienne est exacerbée du côté des pays du Golfe ou du côté israélien à travers son implication sur le théâtre ukrainien. En retour, qu'est-ce que les Russes peuvent apporter aux Iraniens ? Alors, pour les Iraniens, je pense qu'il y a plusieurs aspects qui sont importants. Le premier aspect, il est économique. On est quand même sur une situation pour le régime iranien qui est extrêmement délicate sur le plan économique depuis un certain nombre d'années, et en particulier là, avec les sanctions qui continuent à asphyxier le régime. Donc, je pense que l'allègement que peuvent apporter les retombées économiques du partenariat avec Moscou sont importantes. Il y a aussi, je pense, une dimension diplomatique qui est tout aussi importante, et aussi que ce soit avec la Russie, mais aussi avec la Chine, pour l'Iran, parce qu'on est quand même devant un régime iranien qui, depuis un peu plus de 6 mois maintenant, est un régime qui fait face à des manifestations importantes, un régime qui est extrêmement isolé, et donc à travers ses relations avec la Russie et maintenant aussi la Chine, il y a la volonté claire et nette de Téhéran de montrer que ce n'est pas un régime isolé, que ce n'est pas un régime affaibli, mais qu'il joue dans la cour des grands, qu'il est un partenariat clé pour Moscou ou aussi pour Pékin. Donc là aussi, je pense qu'il y a une véritable valeur ajoutée pour Téhéran de maintenir cette relation avec Moscou sur le théâtre ukrainien. Jean-Loup Sama, on évoquait il y a un instant l'Arabie Saoudite et les Émirats notamment. Comment se positionnent ces pays face au discours des Occidentaux, notamment Emmanuel Macron et encore très récemment Joe Biden, concernant cette nouvelle guerre froide qui opposerait un nouvel ordre autoritaire mené par la Chine et l'Alliance des démocraties? Est-ce que c'est une reconfiguration qui est pertinente concernant ces régimes du Golfe dont les Occidentaux ont toujours besoin? C'est une reconfiguration qui les met beaucoup mal à l'aise et qu'ils ne souhaitent pas voir se mettre en place dans les termes que vous venez d'indiquer. Pour la raison assez simple qui est que d'une part, la sécurité de ces régimes, que ce soit l'Arabie Saoudite ou les Émirats, reste fondamentalement liée à Washington, et que donc ils ne peuvent pas imaginer leur sécurité, leur stabilité sans l'armée américaine et sans le soutien américain. Mais en même temps, la prospérité et leur économie dépend fondamentalement de leur relation avec la Chine. Et donc là, sur ces deux aspects, ils sont face à un dilemme de plus en plus difficile, parce que
Ils ont tenté jusqu'à présent de renforcer leurs relations avec la Chine, y compris sur des sujets extrêmement sensibles. Je pense en particulier à la 5G ou à des ventes d'armes. Et les États-Unis, de plus en plus, leur disent non, vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas continuer d'entretenir ces relations que nous jugeons ambivalentes, nous jugeons ambiguës, avec à la fois Pékin et Washington. Donc cette reconfiguration dont on parlait, c'est une situation qu'ils ne veulent pas voir se mettre en place. C'est une situation qu'ils veulent éviter coûte que coûte. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a un certain nombre de pays, que ce soit en Asie ou même au Moyen-Orient, qui cherchent à éviter ce dilemme, que ce soit entre donc la sécurité du régime ou sa prospérité. Alors vous avez justement publié, Jean-Loup Savant, au mois de décembre dernier, une note pour l'IFRI consacrée à la politique de non-alignement en construction des Émirats arabes unis face à la rivalité sino-américaine. Dans quelle mesure ce jeu d'équilibre est possible, par exemple, pour Abu Dhabi, qui est, comme vous le disiez à l'instant, un allié traditionnel de la puissance américaine ? Il est possible ce jeu tant qu'on n'est pas dans une situation de conflit. Grosso modo, on est en train de voir en ce moment des lignes rouges s'établir. L'année dernière, les États-Unis et les Émirats devaient finaliser la vente d'un avion de combat, le F-35, qui est l'avion de combat le plus sophistiqué des États-Unis. Et cette vente a été suspendue en raison explicite des liens entre les Émirats et la Chine. Et l'une des raisons qui était clairement mentionnée, c'était le déploiement de la 5G par Huawei aux Émirats. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ce sont des lignes rouges qui sont en train de se mettre en place. Ça n'a pas fragilisé autrement la relation bilatérale entre Abu Dhabi et Washington, mais clairement, elle montre les limites de ce que les pays du Golfe vont pouvoir faire avec les États-Unis. Ce qui a changé, en tout cas sur le court terme, la donne, c'est la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, d'une certaine façon, a pris le dessus sur toutes ces problématiques. Et on l'a vu, le président Biden a mis de côté les tensions sur la Chine parce qu'il a besoin dans l'immédiat des pays du Golfe sur les questions énergétiques. Il tente, avec peu de succès jusqu'ici, de faire réduire le prix du pétrole. Et pour cela, donc, il lâche du lest sur d'autres dossiers vis-à-vis de Riyad, vis-à-vis d'Abu Dhabi. Et donc, pour l'instant, la problématique chinoise, d'une certaine façon, a été reléguée au second plan parce qu'on a cette guerre ukrainienne qui prend le dessus sur tout le reste. Et sur le plan énergétique, justement, une petite parenthèse, cette guerre a profité au régime qui était jusque-là beaucoup critiqué, en tout cas notamment pendant la campagne de Joe Biden aux États-Unis, je pense en particulier à l'Arabie Saoudite. Oui, ça a été une aubaine d'une certaine façon, d'un point de vue purement économique. Il faut quand même se souvenir que avant la guerre en Ukraine, on était sur des prix du pétrole qui étaient extrêmement bas. À un moment de la première année du Covid, de la pandémie, on a quand même atteint un chiffre négatif, tellement il y avait une situation de crise sur les marchés énergétiques. Et donc, la plupart des analystes, avant la guerre en Ukraine, estimaient que les prix qui étaient à 3 chiffres du pétrole qu'on voyait durant les années 2010 ne reviendraient pas. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une aubaine, encore une fois, pour l'Arabie Saoudite, pour l'ensemble des pays du Golfe, parce que ça remet de l'argent dans les caisses de l'État. Et il y a pour le moment une convergence d'intérêts entre ces Émirats, enfin ces puissances du Golfe et la Russie. Il y a, disons que sur le plan énergétique, ce qui se passe avec l'Ukraine arrange les choses et d'une certaine façon, ça crée une raison de plus pour les pays du Golfe de ne pas prendre position vis-à-vis de la Russie, de ne pas appliquer les sanctions ou de ne pas condamner
ou du moins de condamner de façon très modérée les opérations en Ukraine. Donc, quand vous avez une situation où, sur le plan économique, vous avez des recettes grâce à une guerre et que, par ailleurs, sur le plan diplomatique, il n'y a aucun intérêt pour vous de prendre position, on comprend un peu mieux pourquoi aujourd'hui Riyad ou même Abu Dhabi n'est pas du tout à chercher à avoir une position très active sur le dossier. Alors la semaine dernière, le président iranien Ibrahim Raïssi était en Chine. C'était d'ailleurs le sujet principal du numéro de Géopolitique Le Mag la semaine dernière avec Farid Vaïd de la Fondation Jean Jaurès. Quels sont les intérêts qui poussent Jean-Loup Saman ces deux pays à se rapprocher alors qu'un accord stratégique bilatéral sur 25 ans est entré en vigueur il y a maintenant un peu plus d'un an? Alors, la visite du président Raïssi en Chine, je pense, répondait à plusieurs attentes. Comme vous l'avez signalé, il y a un accord entre l'Iran et la Chine qui a été remis en place et qui est censé porter sur 25 ans. Mais en même temps, on a eu une visite de Xi Jinping le mois dernier en Arabie Saoudite, une visite au cours de laquelle le président chinois a pris une position sur certains dossiers qui était une position assez proche des pays du Golfe, notamment sur le programme nucléaire iranien, sur lequel Xi Jinping avait appelé à la coopération de Téhéran avec les autorités internationales, mais aussi sur la question des îles. Vous avez 3 îles occupées par l'Iran et que les Émirats arabes unis revendiquent. Sur ce dossier-là aussi, la Chine avait pris la position des Émirats. Et donc, la visite du président Raïssi, je pense, elle répond à la volonté de Pékin de ménager les susceptibilités de Téhéran et aussi, d'une certaine façon, de maintenir une sorte de jeu d'équilibre parce que la Chine insiste régulièrement sur l'idée qu'elle n'a pas d'ennemis dans la région, elle n'a que des amis et que donc elle est capable à la fois de renforcer ses liens avec les pays du Golfe, tout en maintenant ces liens plus anciens avec l'Iran. Et donc là, on est dans une situation où les annonces et la visite de Raïssi, elles répondent à cette attente. En quelques mots pour terminer, Jean-Loup Saman, est-ce que cette situation de dépendance de l'Iran vis-à-vis de la Chine est assez similaire à celle de la Russie vis-à-vis de Pékin ? Alors, non, parce que d'une certaine façon, l'Iran est beaucoup plus en position vulnérable vis-à-vis de la Chine que la Russie ne le serait. La relation est asymétrique dans les deux sens, que ce soit entre la Russie et la Chine ou entre l'Iran et la Chine, mais elle l'est encore plus dans la situation de l'Iran. Au-delà de ça, après, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu des annonces et il y a eu une visite, mais dans la pratique, le volume des échanges entre la Chine et l'Iran est assez faible et inférieur à ce que l'on voit entre la Chine et les pays du Golfe. Donc, il y a une attente claire et nette du côté iranien, mais elle risque forcément d'être déçue parce que la Chine est un acteur réaliste et pragmatique sur un plan purement économique et même stratégique. Il y a assez peu d'attentes, on va dire, du côté de Pékin vis-à-vis de l'Iran. Merci beaucoup Jean-Loup Saman d'avoir été avec nous dans Géopolitique Le Mag. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au programme Turquie contemporain et Moyen-Orient à l'IFRI, également Senior Research Fellow au Middle East Institute de l'Université nationale de Singapour. Cet entretien est à retrouver en podcast sur notre site et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.